Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonjour à tous, nous sommes le 23 mai, bienvenue dans notre journal. Voici les titres. Des élèves du collège Anne-Franck étaient à Joinville dans le cadre d'un chantier participatif. Reportage dès le début de ce journal. Nous partirons au musée de Saint-Dizier où des ateliers du mercredi en lien avec les explorations archéologiques ont lieu hier, vous le verrez. L'archiduc Karl Christian de Habsbourg-Lorraine était à Bar-le-Duc hier. Il a notamment visité le célèbre théâtre des Bleus de Bar. Reportage à redécouvrir dès la fin de ce journal. Et un parc éolien solaire va voir le jour du côté de Vitry-le-François. Nous étions à Loisy-sur-Marne où une réunion publique s'est tenue autour de ce projet. Et je vous le disais en titre, des collégiens du collège Anne-Franck de Saint-Dizier étaient à Joinville ce matin dans le cadre d'un chantier participatif. Au programme, fabrication de peinture à farine et pose sur les menuiseries d'un immeuble. Reportage signé Julien Carré et Jérémy Vitry. Découvrir le patrimoine local, se familiariser avec les professions et les matériaux d'autrefois, voici les deux principaux objectifs des chantiers participatifs organisés par la ville de Joinville. Aujourd'hui, les élèves de la SECPA du collège d'Anne-Franck sont allés dans la petite cité de Caractère pour participer à ce dispositif. Ce chantier participatif a pour but de remettre en peinture les menuiseries de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, inoccupé depuis quelques années et qui vient d'être acquis par la ville. Oui, alors on mène des chantiers participatifs depuis 2014. On en a déjà fait une bonne dizaine. On avait commencé petit avec les portes de l'église et de la chapelle Sainte-Anne et au fur et à mesure du temps, on s'est amélioré en faisant jusqu'à des façades complètes, des façades à pans de bois que vous pouvez admirer dans la rue des Marmousets ou la rue des Royaux notamment. Lors de ce dispositif, les élèves découvrent également la partie historique de la ville, mais aussi les matériaux de l'ancien temps. Pour les élèves, ils vont apprendre des techniques nouvelles puisqu'on va fabriquer de la peinture à la farine, une technique assez traditionnelle qu'on avait complètement perdue avec les nouvelles peintures industrielles. Et donc ça, ils vont apprendre à la fabriquer et à la poser. Et pour la ville, l'avantage surtout, c'est de retrouver des couleurs comme on pouvait les avoir autrefois, de retrouver de la lumière et du coup d'embellir nos rues. Ces chantiers participatifs permettent donc de faire renaître le patrimoine historique de la ville. Et deux mercredis par mois, le musée de Saint-Dizier propose aux enfants âgés de 6 à 12 ans des activités nommées les ateliers du mercredi. Et justement, hier avait lieu un atelier avec pour thème les bijoux mérovingiens. L'occasion pour les enfants de mêler plaisir et patrimoine. En effet, ces chères têtes blondes ont réalisé des bijoux, une activité directement en lien avec la 9e campagne de fouilles archéologiques à Saint-Dizier qui débutera ce lundi. Reportage de Nicolas Fontaine avec Julien Carré. Une petite dizaine d'enfants ont participé aux ateliers du mercredi hier au musée de Saint-Dizier. L'occasion de plonger dans l'ambiance des fouilles archéologiques qui se dérouleront dès ce lundi avec une activité autour des bijoux mérovingiens. En effet, nos chères têtes blondes ont pu réaliser des perles en bichromie avec de la pâte polymère. Certains enfants ne connaissent pas, n'ont jamais découvert le site des Crassets par exemple. Donc l'idée c'est de se familiariser avec leur patrimoine et ensuite voilà, c'est le côté ludique, c'est les ateliers du mercredi. Donc le mercredi après-midi c'est du coup pour la découverte et puis après s'amuser sur des activités. Le but aussi c'est de leur dire qu'il y a un chantier qui est programmé tous les ans. Ils peuvent à l'occasion des journées nationales de l'archéologie découvrir le site. Donc là c'est les archéologues et les bénévoles du chantier qui proposent de découvrir les deux sites, donc la partie, la nécropole et la villa. Et donc après il y a des activités, il y a des bacs de simulation de fouilles, donc en fait sur les 2 jours tout est axé sur ces découvertes et puis après voilà, ils peuvent revenir au musée pour faire d'autres activités en lien avec ce patrimoine. L'objectif de cette activité, en plus d'impliquer ces enfants dans l'histoire de notre patrimoine, permet aussi d'expliquer comment étaient fabriqués ces bijoux, ce qui ne déplaît pas à ces chers bambins. On est en train de faire des paires pour faire un collier. Ouais, et du coup c'est un collier qui date de quand, tu sais
de 5 siècles. Et qu'est-ce que tu as choisi comme couleur, toi, de faire? De l'argenté et de l'or. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Pour rappel, les fouilles archéologiques se dérouleront à partir de ce lundi 27 mai et se poursuivront jusqu'au 12 juillet. Après Stéphane Bern et Brigitte Macron, une autre personnalité était à Bar-le-Duc hier. Il s'agit de son Altesse impériale et royale l'archiduc Karl Christian de Habsbourg-Lorraine. Il a notamment visité le théâtre des Bleus de Bar, un reportage réalisé par Lisa Lamorlette et Audrey Thézan. En ce mercredi 22 mai, la Cité des Ducs n'a jamais aussi bien porté son nom. Un invité très spécial était convié en mairie de Bar-le-Duc, son Altesse impériale et royale Karl Christian de Habsbourg-Lorraine, descendant des ducs de Bar et de Lorraine, était en effet de retour sur ses terres. Je trouve que c'est une ville qui a gardé, qui a réussi à faire ce joint entre une histoire très très riche, dont elle peut légitimement être fière, et en même temps elle s'est vraiment projetée dans l'avenir. Par exemple, j'ai été très impressionné de voir que plusieurs récompenses lui ont été discernées récemment sur la ville éco-quartier et pour la propreté, etc. Et je trouve que ça, c'est aussi la preuve, une fois de plus, je suis un grand fervent de la subsidiarité. Donc je crois très fort que les dirigeants locaux sont bien plus proches du problème des gens et sont mieux à même de les résoudre. Et je crois que Madame la maire en est un bel exemple. La matinée était surtout dédiée à l'histoire et au patrimoine, puisqu'il a décidé de témoigner son soutien au théâtre des Bleus de Bar. Ce joli théâtre de 1900, laissé à l'abandon, a en effet été racheté en mai 2016 par 3 amis d'enfance originaires de la région pour lui redonner sa splendeur d'antan. Comme vous le savez, on a pu trouver un peu de soutien pour la restauration, d'une part par la Fondation Lotharingie à laquelle j'appartiens, qui est, si vous voulez, dans le cadre de la Fondation du patrimoine, et aussi un tout petit peu, mais pour nous c'est plus modeste, mais avec le magnifique travail que M. Stéphane Bern fait, et on en a parlé ensemble, et donc je suis absolument ravi que cette restauration va pouvoir se faire. J'essaye simplement d'en parler beaucoup, d'essayer d'approcher des sponsors éventuels et de le faire connaître. Parce que je crois très fort au patrimoine. Et puis en Lorraine, nous avons un patrimoine d'une richesse extraordinaire. Et il ne faut surtout pas que ça se perde ou que cela s'abîme. Et vraiment, je suis admiratif de ces jeunes et moins jeunes qui se sont engagés et qui ont lancé ce projet absolument magnifique. Donc tout à l'heure, j'aurai la chance d'aller le visiter. L'équipe de bénévoles du Théâtre des Bleus de Bar était fière de montrer à l'archiduc leurs petits bijoux, ce théâtre aux 1000 vies. Là, c'est une reconnaissance par rapport au travail que tous les bénévoles et l'association exécutent. Et puis, au niveau historique, c'est quand même important, puisqu'on est sur le duché de Bar, finalement. Et d'avoir cette visite de l'archiduc, c'est vraiment une belle expérience et un beau moment de partage sur l'histoire du théâtre et son devenir. Depuis 3 ans, l'équipe travaille pour réunir des fonds afin de rénover ce théâtre et le rendre enfin accessible aux Barisiens, avec le soutien de la Fondation du patrimoine, de Stéphane Bern en personne et surtout le travail acharné des bénévoles. Le rêve semble devenir réalité. On va commencer la première phase de gros œuvres, en fait, tout simplement, avec les maçonneries, donc avec la cage d'ascenseur et la sortie de secours, puis les toitures. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie de cette année qui va être réalisée. Si vous souhaitez vous aussi participer à la sauvegarde de ce joyau de notre patrimoine, rendez-vous sur www.sauvonsnotretheatre.fr. Et un parc éolien et solaire va voir le jour non loin de Vitry-le-François, une volonté de rendre l'énergie consommée plus verte. Une réunion d'information publique s'est tenue à Loisy-sur-Marne ce mardi. Un reportage réalisé par Lisa Lamorlette, Jérémy Vitry et Nicolas Fontaine. Ce mardi 21 mai, une réunion publique avait lieu à la salle des fêtes de Loisy-sur-Marne à propos du futur projet éolien solaire et le système de méthanisation dans la Marne. Les collectivités ont délibéré en faveur du développement de ce projet et les premières études ont été lancées. Un challenge écologique pour le territoire vitrien. Vous savez, si on veut aller vers la société post-nucléaire, on est obligé
de faire encore avec le nucléaire, mais il faut penser à l'après, parce que c'est tout de même une énergie fossile, bien il faut produire de l'énergie verte, et il faut donc s'inscrire dans ce mouvement. Donc voilà, on est dans cette perspective de création d'un parc important ici, parce qu'il va pouvoir alimenter 44 000 habitants, équivalent habitants. C'est quand même quelque chose de conséquent. Cette première réunion d'une longue série avait pour but de présenter aux habitants le projet en détail. C'est le groupe allemand BayWa qui est en charge du projet, qui sera situé sur le Par de la Haute-Voie. La zone semble idéale, à la fois ventée mais aussi ensoleillée pour le parc photovoltaïque. L'implantation sur le terrain est aussi un moyen d'utiliser une zone déjà aménagée qui coûte 700 000 € d'entretien à l'année à la communauté de communes. Oui, la création de cette zone était complètement indexée sur la perspective d'implanter une usine qui transformerait de la paille. Donc une usine, on appelait ça d'ailleurs l'usine à paille. C'était à l'époque une start-up. C'était peut-être anticipé un peu trop par rapport aux virtualités qui avaient été démontrées sur le territoire. La réalité, c'est que cette usine ne s'est pas fabriquée, ça reste toujours un état de start-up, et donc ce n'est pas un process industriel majeur, mature, mais les élus de l'époque ont réalisé cette zone existe, c'est un bien commun, il faut la valoriser, il faut lui trouver une nouvelle vocation et donc une nouvelle perspective de développement pour le territoire. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ces réalisations qu'on a présentées, ces futures réalisations que nous avons présentées ce soir. La transition énergétique au service de l'économie, c'est ce qu'espèrent les élus locaux en redonnant du dynamisme au territoire avec ce que l'on appelle l'énergie verte. Il y a une industrie qui se développe autour de cela et la France est assez efficace sur ces questions. Il faut encourager d'ailleurs ces nouveaux métiers qui vont créer des nouvelles activités, de nouvelles richesses, du débouché pour les jeunes et donc du travail. Voilà, ça c'est important à travers de l'économie verte. Près d'une 50aine d'habitants de Loisy-sur-Marne et des communes alentours étaient présents. L'occasion d'ouvrir le dialogue avec une session de questions-réponses et d'échanges avec les élus et les représentants de BayWa. Plusieurs habitants s'inquiètent des répercussions sur la santé, mais aussi de la pollution visuelle avec ces éoliennes qui devraient prendre place devant leurs fenêtres. On a des gens qui sont intéressés, qui posent des questions, ce sont des bonnes questions. Le citoyen est intelligent. Et il s'est exprimé ce soir et il demande des réponses. Et c'est normal que quand on implante un grand équipement, eh bien, on apporte des réponses aux citoyens. On n'est pas dans la verticalité, on est dans la transversalité et le dialogue. Et je trouve que c'est un dialogue de qualité. Le projet devrait donc aboutir d'ici quelques années. Les élus espèrent produire de l'énergie dès 2023. Affaire à suivre donc. Et à suivre la météo, l'information continue bien sûr sur Puissance Télévisions.